Très ravi de vous retrouver en ce jour 25 décembre, jour de célébration de la fête de la Noël. Bienvenue à Sport 3, également sur Tui TV, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Au menu, ce soir, on parle d'une course cycliste sur VTT, oui, appelée Mountain Bike, une course qui a sa première édition courue à Saba. On parlera également de football et on s'intéressera à la signature de partenariat entre AS Elite, un club de 3e division burkinabé, et AS Morange, voilà, un club de 2e, un club régional 2 en France, voilà, pour parler de l'actualité, en tout cas au niveau de la signature de contrat au niveau de ces deux équipes. En avant-match du Faso Foot, on parlera également, oui, des matchs de la 17e journée, on parlera également de la fin de la carrière de Jonathan Zongo. La victoire de Salitas également sera au menu ce soir. Bienvenue à tous et joyeux Noël à vous aussi sur ce plateau. Ibé Cabré qui est déjà, oui, bien en place. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de TV et joyeux Noël à toutes et à tous. Oui. Et Isaka, bonsoir. Bonsoir. Joyeux Noël à vous. Ouais, bonsoir à tout le monde et joyeux Noël à vous également et à tous les téléspectateurs de Tui TV. Ouais. Ibrahim Dianda, qu'on retrouve sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver les signes. Oui. Donc pour la suite. Adama Salamere, bonsoir. Bonsoir à Samy, oui. Bonsoir au Père Noël qui est en face. On espère qu'on finira avec des cadeaux chargés de cadeaux. On espère bien. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, c'est vrai que vous avez passé une bonne fête de Noël, hein, comme vous êtes déjà en Père Noël. Oui, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est la tradition. On fait le tour, saluer la famille, les amis, les collègues et tout. Pour l'instant, en tout cas, c'est un ventre bien garni. Et on peut être très content, très bien inspiré d'ailleurs pour lancer cette émission. Ouais. D'accord. Merci à tous en tout cas de répondre présent ce jour pour l'émission. On se retrouve juste après cette virgule. Voilà, je le disais, la Fédération burkinabé de cyclisme, en collaboration avec une structure de la place, ont organisé une course cycliste, mais avec du vélo VTT, appelé Mountain Bike. Cette première édition a eu lieu à Saba et remportée par Paul Dumont. Suivons ce reportage de Nelly Tapsoba. Alex, je compte sur toi, hein. Mon bébé, je compte sur toi. C'est une nouvelle discipline au Burkina Faso, mais bien connue dans les grandes compétitions à l'international. Le Mountain Bike, une compétition de vélo VTT sur une piste montagneuse. Pour cette première édition de Mountain Bike à Samba, plus d'une cinquantaine d'amateurs ont pris le départ pour 8 km à parcourir. Dès le premier tour du circuit, un visage bien connu du cyclisme se démarque du lot. Visiblement très à l'aise sur sa nouvelle monture, il mène la course avec quiétude. Paul Dumont, avec beaucoup d'aisance, arrive en solitaire sur la ligne devant Seydou Bamogo, Yerbanga Salif et Daouda Ouetraogo. Il dit avoir retrouvé des sensations de sa plus tendre enfance. Ça fait du bien de refaire du VTT. Ça fait longtemps que j'avais déposé le VTT. Je l'ai un peu dépoussiéré aujourd'hui, donc vraiment je suis content. Les sensations là m'avaient manqué. Vraiment c'est un sport qui est très faible. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de coups. J'espère que c'est une initiative qui va continuer. Parce que vraiment ça travaille différemment du vélo de la route. Ici on travaille l'explosivité. La course n'est pas longue, donc il faut se mettre à fond pendant 15 minutes. Et je pense que ça peut être bénéfique pour le vélo de route, quoi. Donc vraiment je suis très content et je salue cette initiative, vraiment ça fait plaisir.
Certes, le mountain bike vient d'être connu au Burkina Faso, mais quelques cyclistes avec les nombreuses compétitions à l'international avaient déjà une petite notion. Selon eux, avec beaucoup d'entraînement, ils pourront désormais compétir dans cette discipline. Conditionnellement, bon, c'est rentable parce que si tu vois au niveau physique, dès que ça a démarré, ça roulait seulement. Ça ne descend pas. Ceux qui sont devant, bon, ils sont pressés pour y arriver. Au bout avec le temps, c'est le même rythme, donc ils vont se fatiguer. Et au fil du temps, tu remontes et tu remontes. Et notamment à l'extérieur aussi, si vous voyez ce circuit, notamment à l'extérieur, ça grimpe. Et ici aussi, ça grimpe comme ça. Donc ça pourrait nous servir beaucoup si on gagne ça à chaque fois. Une initiative bien saluée par la Fédération burkinabé de cyclisme qui compte joindre à la discipline dans les préparations pour les grandes compétitions. Il faut dire que le Burkina déjà c'est un pays de vélo. Depuis longtemps on organise le Tour du Faso avec des vélos de course. Donc, depuis on a pensé à l'idée de faire le VTT, initier un concours de VTT. Et cette année on a eu l'opportunité grâce à Malta Guinness. Donc on s'est lancé pour cette première édition du VTT Mountain Bike. Du Malta Guinness Mountain Bike. Moi, je suis très content et je souhaite que ce soit vraiment régulier. Comme c'est que nous aussi, on a l'habitude de pédaler cette salle de boulot. Et on souhaite vraiment que d'ici 2021 janvier, on va commencer déjà à réfléchir avec la fédération, avec surtout le promoteur, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer vraiment cette discipline qui est reconnue par l'UCI. Paul Daumont est sacré donc champion de cette première édition en parcourant cette distance en 15 minutes avec une vitesse moyenne de 32 km/h. Voilà, une nouvelle discipline qui va permettre à la Fédération burkinabé de cyclisme de pouvoir mettre cela en place pour aider les cyclistes à compétir à l'international. Quand on sait, Isaka, que c'est une discipline aussi bien utilisée à l'international dans les compétitions, une discipline qui est bien marquée dans l'UCI. Oui, c'est vrai, le mountain bike, comme son nom le dit, le vélo des montagnes, est une discipline qui n'était pas très bien connue chez nous, mais à l'international, c'est une compétition déjà qui a raison d'exister, parce que ça participe à certaines compétitions. Donc, c'est vrai que c'est bien que ça arrive chez nous. Bon, on n'a pas forcément les conditions, je veux dire, physiques, comme un peu en Europe, parce qu'en Europe c'est vraiment les zones où il y a vraiment des montagnes, mais là bon, constater qu'on est obligé de faire des remontées de terre pour pouvoir un peu rester dans cet esprit, mais c'est une très belle chose. Apparemment je n'ai jamais fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile que la compétition classique du vélo. Mais bon, si ça peut permettre aussi de profiter, de préparer forcément les étalons à d'autres compétitions, je pense que c'est une bonne chose, une discipline de nouveau qui vient s'ajouter dans la panoplie des disciplines existantes. C'est pas mauvais. D'accord. Il faut faire avec. Voilà. Et Daouda Ouedraogo, dans son interview, il disait que cette discipline, en tout cas à l'extérieur, est bien utilisée et eux, étalons, quand il y a une compétition, ils s'exercent d'abord sur les vélos VTT, puisqu'ils ne vont pas avec leur vélo de course avant de s'illustrer sur la piste normale. Alors je pense que c'est une initiative qui est très bonne, étant donné qu'effectivement ailleurs c'est une discipline qui est vraiment plébiscitée, qui fait des champions. Je crois qu'au Burkina effectivement on fait très bien donc de l'introduire. C'est vrai qu'on est novice, on est obligé donc de créer certaines conditions pour pouvoir la pratiquer. Mais je pense que comme c'est quelque chose qui participe au développement personnel des cyclistes dans les compétitions internationales, déjà même si ça ne va pas vous produire des champions tout de suite et maintenant, ça permettra également de mettre en place ou du moins de travailler donc les mentalités, les esprits, ici nous-mêmes la force, la condition physique donc de nos athlètes et mieux les préparer pour les compétitions internationales en matière de cyclisme. Oui, et Dianda, le président de la Fédération de cyclisme l'a dit, c'est une discipline qui sera intégrée au sein de la fédération pour permettre à ces cyclistes-là d'apprendre à faire le vélo VTT, histoire de compétir, en tout cas à l'international. Pour vous, ça sera une bonne initiative également.
Oui, je crois que il y a un avantage donc à double facette qu'il faut prendre en compte ici. Le premier niveau, c'est de relever du fait que ça permet, comme l'autre cycliste même l'a dit, de se mettre en jambe avant peut-être d'aller donc sur les vélos de course. Donc à partir de ce moment, c'est une discipline qui est un peu complémentaire à ce qu'on voit d'ailleurs. Et quand on remarque, lorsque nos cyclistes sortent, ils partent vers l'Europe de l'Est, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, pour des compétitions de ce genre, ils ont du mal à pouvoir s'affirmer les zones montagneuses, parce qu'ils ne sont pas habitués donc à des zones montagneuses. Donc le fait même de pouvoir faire des compétitions de ce genre, s'habituer un peu à des disciplines un peu où il faut monter, descendre avec des obstacles, ça va peut-être les permettre déjà d'avoir cette mentalité, cette condition physique là, de s'habituer, parce que souvent même les montagnes, souvent ça ne dépasse pas une trentaine de kilomètres qu'il faut juste arriver à surpasser et puis reprendre la route, mais arriver à ce stade là, nos cyclisme en perd donc le fil. Deuxième niveau, c'est de créer également quelque chose à côté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs on a vu beaucoup de jeunes qui s'exercent donc dans le cyclisme, mais ils ont du mal à se convertir, à quitter le vélo panier ou le vélo VTT. Et lorsqu'ils viennent dans les vélos de course, je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas pris ça dès le jeune âge, ils ont du mal à s'adapter. Donc déjà, s'il n'arrive, un jeune qui est bien dans les courses, à un instant quand on veut faire le transfert vers le vélo de course professionnel, s'il n'arrive pas à s'adapter, il peut rester dans ce domaine-là et arriver donc à forger. Donc c'est une double facette qui peut être bien, et je salue également l'initiative à sa juste valeur. Oui, on voit que Paul Dauman maîtrise déjà cette discipline, vu qu'il faisait du vélo avant, le vélo de cycliste, le vélo VTT, je vais dire avant le vélo de cycliste là. Ça veut dire qu'on a déjà un élément qui peut lever le nom, je vais dire, montrer en tout cas la discipline à l'extérieur. Oui, mais je dirais même que c'est une discipline qui est venue tardivement au niveau du Burkina Faso, parce que vous voyez la course avec le VTT dans l'antichambre, on va dire, de la course ordinaire en ligne. Parce que tous les grands champions que vous voyez, les Peter Sagan, les Cavendish, qui sont là, qui remportent les sprints dans les différentes étapes du Tour de France et des grandes compétitions en ligne, c'est des gens qui sont des champions en mountain bike et qui viennent, Paul Dauman l'a dit, ça travaille l'explosivité. Parce que tous les sprinteurs, quand vous les voyez, vous savez que c'est des gens qui ont été véritablement performants au niveau du mountain bike pour véritablement travailler cette explosivité-là afin de remporter les sprints. Il y a également des coureurs de montagne, les grimpeurs, si je peux m'exprimer ainsi, les Pantani, l'italien Pantani Persona. C'est des gens qui ont remporté des compétitions de mountain bike pour vraiment travailler leur façon de courir le Tour de France. Et si nos compétiteurs partent dans les compétitions internationales, notamment au Cameroun, où ils en souffrent beaucoup, parce que c'est une course dans des terrains vallonnés, vallonnés, où nos cyclistes ont des difficultés à faire ce tour-là. C'est parce que le mountain bike n'était pas introduit dans notre pays, et son introduction va vraiment faire du bien à nos cyclistes. Paul Dauman l'a déjà expérimenté, et lui il a fait certainement du mountain bike. Voilà pourquoi il s'en souvient, il s'amusait même sur sa monture. Sur sa monture, bien sûr. Il faudrait vraiment qu'on essaie de pérenniser cette compétition-là pour donner encore beaucoup plus de tonus à nos cyclistes. En tout cas, bon vent au mountain bike au Burkina Faso. Parlons à présent de signature de partenariat entre AS Elite, club de 3e division burkinabé, et AS Mourange de Régional 2 en France. Un partenariat en vue de permettre à AS Elite de pouvoir atteindre le professionnalisme. On écoute ce reportage avec la voix de Sanata Séré. AS Elite est un club de 3e division, mais à la base c'est un centre de formation. Créé en 2015, ce centre a à son sein plusieurs catégories comme les pupitres, les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Et c'est en vue de permettre à ces pensionnaires d'avoir une formation de qualité que ce projet a été mis en place en partenariat avec Moran, un club régional 2 en France, avec la contribution de bonne volonté. En 2018, j'étais à Paris pour un séminaire. Alors Maxime est venu me rencontrer, nous avons échangé.
il m'a dit, ben voilà grand frère, j'ai des projets sur le Burkina, mais il faut que nous trouvions vraiment en fait la bonne équipe, le bon centre. Alors quand je suis rentré, alors j'ai commencé à me renseigner, à échanger avec les uns et les autres. C'est comme ça, par l'entremise d'un ami, M. Kouligati Achille, que j'ai rencontré M. Nakoro. Ben, nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied jusqu'à ce jour que vous connaissez. Le partenariat justement c'est d'amener l'AS Elite à plus grandir, à obtenir pas mal de choses, comme on a dit gagnant-gagnant dans les deux sens, du club français et également du club burkinabé, en tout ce qui concerne le matériel, comme on a fait quelques dons ici, tout ce qui est équipement pour accompagner ces jeunes joueurs à travailler dans de très bonnes conditions. Un partenariat gagnant-gagnant selon les deux parties, mais qui va permettre encore plus à AS Elite d'avoir l'accès facile à l'international, mais aussi de pouvoir compter sur ses propres ressources. C'est un sentiment vraiment de satisfaction, de plaisir, parce que c'est comme j'ai dit, ça fait partie vraiment de nos objectifs principaux, parce que les joueurs ont vraiment besoin, comme j'ai dit, de tremplin. Et nous sommes un petit club, nous avons besoin de collaborer avec des clubs un peu plus grands que nous pour essayer de nous soulager un peu en ce qui concerne effectivement les réseaux, les canaux pour faire sortir les joueurs et deuxièmement d'avoir leur soutien tant que possible pour pouvoir vraiment fonctionner correctement. Présent à la cérémonie de signature de cet accord, les premiers responsables de la Fédération burkinabé de football apprécient fortement cette démarche et invitent les autres centres à œuvrer dans ce sens. Je dois louer le dynamisme des dirigeants de l'AS Elite. C'est une équipe en D3 qui entretient toutes les catégories. C'est ce que nous recherchons pour les équipes de 3e division. Cela leur permet de ne pas attendre toujours que des équipes ou des joueurs finissent de faire le tour des clubs avant de revenir signer dans un club de D3. La remise symbolique des matériels sportifs et un match de football entre les seniors et les juniors ont mis fin à la cérémonie. Voilà, un partenariat entre un club de 3e division burkinabé et un club régional 2 en France. Déjà, c'est une bonne initiative que ce club burkinabé essaye de travailler avec un club du côté de l'Europe pour essayer de se professionnaliser, Isaka. Oui, c'est une très bonne chose parce que vous savez qu'en Europe, les clubs ont une certaine avance par rapport à nos différents clubs. Même si c'est un club régional, j'ai vu sur le Fagnon que ça existe déjà depuis 100 ans. 100 ans, c'est pas 100 jours. Ça veut dire qu'ils ont quand même acquis un certain nombre d'expériences qu'ils peuvent maintenant partager. Donc c'est ce que nous appelons le transfert de connaissances et de technologies. Oui. Maintenant, ce partenariat, il faut pouvoir bien exploiter tous ces aspects. C'est sûr que c'est un package d'activités qui vont permettre à ce club de 3e division là de commencer à s'organiser et puis voir un peu comment travailler professionnellement. C'est sûr qu'il y aura forcément des formations, des dons voilà. Donc c'est un transfert de compétences pour moi, c'est une très belle chose. Et déjà voir des clubs de 3e division déjà qui scrutent l'horizon pour aller chercher des partenariats, ça a encouragé, ça doit interpeller toutes les équipes de 1e et de 2e division. Comme le football, c'est un langage universel. Il ne faut pas rester dans son carcan habituel pensant que bon, il n'y a pas d'opportunités. Les opportunités, on les cherche et on les crée. Et moi, je pense que là... Je dis AS Elite a su en tout cas. Voilà, donc c'est déjà une très belle chose d'aller... c'est pas interdit, même en Chine, Japon, vous pouvez aller partout. Il suffit d'être un peu plus... regardant, plus observateur, et puis bon, ça peut aider. Oui. C'est vrai que le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football qui était sur les lieux a apprécié cette initiative de ce club de 3e division, qui est allé chercher un partenariat quand on sait qu'il y a des clubs de 1re division qui n'en ont pas. Non, mais ça nous manquait même au Burkina. Vous vous souvenez, en 2013, la fédération avait tout fait pour que les dirigeants de chaque club au niveau du Burkina Faso aillent, par exemple en Afrique du Sud, pour prendre part à la CAN où on a été finaliste depuis Nel Sprit. Mais tenez-vous bien, aucun dirigeant du club n'est revenu avec une adresse. Ça, c'est les vacances. C'était vraiment pas bien. Parce que ce que les gens ne savent pas est qu'on peut même sortir hors de son pays pour aller chercher le partenariat, ne serait-ce que côté marketing. Voilà, pour pouvoir aider vraiment le club à avancer. Mais vraiment, bon,
Handgriff, hein, nos dirigeants. Vous pouvez le dire. Voilà, nos dirigeants Handgriff d'or. D'accord. Et c'est pas bien. Oui, on voit que ce club-là a toutes les catégories. Hein. Il y a des pupitres, minimes, cadets, juniors. Même chez les dames, il y a une catégorie de filles qui jouent. C'est un club qu'il faut suivre de près. Alors, moi, j'ai ouï comprendre que c'est un centre de formation. Donc, c'est le processus normal de formation qui commence à partir des pépites, des minimes et des cadets. Et c'est aussi toute la problématique liée à la formation. Moi, je pense que c'est un club qui est en train donc de respecter le processus de formation. C'est-à-dire que on commence à apprendre les b.a.-ba même du football à l'enfant depuis son bas âge. Et à partir du moment où on va dire bon, il est joueur cadet, vous voyez qu'il disait qu'il a au moins 10 ans de formation donc dans ces dames. Donc il y a des techniques de bas donc qui ne peuvent plus lui échapper. Donc et moi je pense que ce centre là est dans cette logique dynamique là. Et lorsque vous regardez, j'ai aperçu Edmond Tapsoba quelque part. J'imagine qu'il y a quand même des liens avec ce centre de formation. Je n'en sais rien, je ne l'affirme pas, mais j'imagine que sa présence quand même à l'occasion donc de ce partenariat-là n'est pas fortuite. Mais qu'à cela ne tienne, moi je voudrais saluer cette initiative de ce club, ce partenariat qui a existé. Moi je pense que si les autres pouvaient prendre l'exemple, on attendrait de voir ce que ça va donner pour que ça ne soit pas un pétard mouillé ce partenariat. Mais l'initiative, l'intention est vraiment très bonne et que les autres peuvent emboîter le pas, ça serait bien donc pour le football. Oui, on voit que dans ce centre de formation, il y a au moins 3 joueurs qui ont été déjà injectés en club élite. Il y a un joueur qui a signé à l'USFA, il y a un autre qui a signé à Santos, il y a un autre aussi qui a signé dans un club de 2e division aussi. Donc voilà, en tout cas, quelques joueurs qui viennent de ce centre de formation. Donc on espère bien que cette collaboration va permettre à AS Elite d'avoir beaucoup d'internationaux pour permettre à l'équipe nationale d'avoir de bons joueurs pour les récoltes des lauriers. Parlons à présent de Face au foot avec la 17e journée qui sera jouée au cours de ce week-end. Oui, samedi déjà, on va voir les oppositions de cette 17e journée. Le RCK jouera Léopard de Saint-Camille, Majestic sera face à COSAF, Raimo jouera ASEC de Koudgou, Vitesse FC jouera l'Étoile filante de Ouagadougou également. Le RCB sera face à la SFB. Salitas Asfa Eninga, un match à suivre impérativement. L'USO AS Douane également un match à suivre. USFA AS Sonabel, oui, c'est un gros morceau, une belle rencontre de cette 17e journée. Et Royal FC AS Police, un match aussi à retenir dans cette 17e journée. Alors Issaka, déjà dans ces oppositions, oui, je citais quelques oppositions qui marquent déjà l'esprit, mais pour vous, quelle est l'opposition qui vous accroche? Quand je regarde comme ça, disons que USFA Sonabel me paraît beaucoup plus alléchant. Oui. Parce que d'aucuns me diront que Sanitas Asfa, mais bon, c'est aussi c'est aussi un gros morceau. Oui. Seulement que ces derniers temps, l'Asfa, ça ne joue pas aussi bien que ça. Maintenant, si les deux équipes rentrent dans le match, ça peut être aussi un très bon match. Mais dans tous les cas, qu'on prenne d'en haut en bas, de bas en haut, on aura de belles empoignades. C'est de très belles rencontres. Le Face au foot cette année, les équipes ont un certain bon niveau. Donc voilà, chacun choisira en fonction de ses préférences. Mais je pense que USFA et Sonabel restent quand même le top niveau. D'accord. Avant de venir à la rencontre USFA et Sonabel, en tout cas, les entraîneurs étaient en conférence d'avant-match ce jeudi. Majestic COSAF, c'est une rencontre qui a suscité en tout cas beaucoup de bruit. Donc les entraîneurs étaient en conférence d'avant-match. On va écouter Manga Diabaté, l'entraîneur de COSAF, qui s'est présenté à la conférence d'avant-match. Vous savez, nous sommes en football, on apprend dans les défaites. Je pense que cette défaite, nous avons tiré beaucoup de leçons de là. Et je pense que les enfants ont bien compris la leçon. Le match contre Majestic, c'est un autre match parce que c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Je dirais même
les équipes frères, parce que les deux présidents ils se côtoient bien, c'est des bons amis. Donc, c'est une autre paire de matchs que nous sommes très bien préparés pour l'aborder. Dieu merci, les terrains de Manga qui n'est pas praticable parce que quand nous avons une bonne pelouse, on arrive à bien nous exprimer. Nous avons la chance, on jouera sur une belle pelouse et je pense que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir remporter la victoire, les 3 points. Voilà, Manga Diabaté, coach de COSAF. Quand on sait que COSAF revient d'une défaite et face à Majestic, qui n'est pas une petite équipe également Salambéré, mais on sent que le coach Manga Diabaté est serein quand même. Oui, la sérénité est là quand vous l'écoutez parler, mais on sent vraiment que cette défaite 4-1 ou c'est 4-0 contre l'AS Douane 4-1 lui a fait beaucoup de mal. Et il a tout de suite envie d'en découdre avec cette équipe de Majestic. Et il a encore la chance que peut-être l'équipe de Majestic ne joue pas à domicile puisque le terrain est praticable là-bas. Oui. Il faut venir jouer à Ouaga. Voilà, c'est comme si son match devient un match à domicile. Donc c'est 2 équipes joueuses, 2 équipes jeunes qui déroulent bien le ballon. Et bon, tout le monde voudrait peut-être avoir 3 points pour aller, bien sûr, fêter les fêtes de fin d'année. Oui. Tranquillement. C'est vrai que c'est la 17e journée et la dernière journée de cette phase allée du championnat national. Majestic, que jusqu'à présent, Isaka n'a pas montré, en tout cas, grand chose par rapport à l'année dernière qui était une foudre de guerre. Non, Majestic n'a pas peut-être montré grand chose comme vous le dites, mais cela peut s'expliquer. Cela peut s'expliquer parce que la philosophie de Majestic aussi a complètement changé cette saison. Il faut aussi comprendre cela. D'accord. Quand vous perdez des joueurs comme les Newton Adebayo qui sont partis, Majestic a fait un dégraissage total, faisant partie les joueurs les plus expérimentés et retomber sur la philosophie de jouer avec les enfants du centre. Donc la grande majorité de ces joueurs jouent pour la première fois pratiquement la première division parce que c'était une équipe qui était hybride. Il y avait beaucoup de joueurs truffés qui sont venus des autres équipes. Cette année, le président a décidé de donner les clés de l'équipe aux enfants du centre. Oui, AFP. Voilà. Et vous comprendrez que quand c'est comme ça, ça ne peut pas prendre du coup parce que beaucoup de jeunes découvrent la première division. Ils étaient là, mais ils ne jouaient pas, ils voyaient les grands frères jouer. Voilà pourquoi d'autres n'ont même pas compris le départ de Newton Adebayo et autres qui sont à l'asphalt. Qui restent toujours de très bons joueurs, mais qui sont partis, les gens n'ont pas compris. C'est la philosophie qui sous-entend derrière que il faut permettre aux enfants du centre, et moi je pense que c'est une bonne chose, et la preuve, je pense que dans le contrat entre les joueurs et les dirigeants cette année, il leur a été dit, faites un effort pour rester en première division pour pouvoir vous aguerrir, grandir. On ne leur demande pas grand chose, donc vous comprendrez que si Majestic n'est pas aussi éblouissant comme les années dernières, cela peut expliquer cela. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ici, IB, selon vous, les dirigeants ne devraient pas injecter quelques nouveaux joueurs dans l'équipe élite et permettre aussi aux anciens de les coacher, histoire d'avoir le maintien pour cette saison et l'année prochaine peut-être changer complètement l'équipe? Non, il a parlé du dégraissage quasi total, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même quelques têtes expérimentées. Quand vous prenez, comment il s'appelle, Hervé Salé, c'est quand même l'un des vieux visages de ce championnat. Donc il peut avoir quand même un rôle important dans les vestiaires, mais en même temps il faut aussi comprendre la philosophie du club. C'est vrai que lorsqu'on a tous les centres de formation devraient normalement s'adosser à un club. Vous avez parlé tantôt de l'AS Elite qui était obligé donc de céder ses joueurs à un certain nombre de clubs en première division. Parce que quand vous faites la formation et que les enfants arrivent à maturité, il faut leur trouver les portes de sortie. Et si vous ne disposez pas d'un club de première division, c'est difficile. Et même si vous allez les envoyer dans d'autres clubs, ça ne garantit pas
ça ne garantit pas des temps de jeu pour les enfants. Oui. Donc la meilleure alternative, c'est de posséder son équipe de première division, comme le fait le président Amadou Traoré et son centre de formation Majestic qui est, comment on appelle ça, l'équipe Fagnon, et l'AFP donc qui est le centre de formation. Donc le centre de formation va produire des joueurs, nourrir Majestic et qui va compétir. Et lorsque vous voulez permettre aux enfants qui sont assez matures de compétir, donc il faut ouvrir la porte à certaines personnes, à certains anciens qui ont quand même un certain nombre de vécus et qui sont sûrs d'aller trouver du temps de jeu ailleurs, comme c'est le cas de Farid Ouedraogo qui est même international, comme c'est le cas de Newton Adebayo, comme c'est le cas de Moussa Yeda qui est titulaire à Raimo. Donc ce comportement de Majestic sous-entend quand même une logique, donc qui est donc la philosophie du club. D'accord. Et Dianda, comment vous voyez ce match entre ces deux équipes, Majestic, COSAF, et des deux équipes en tout cas qui sont au bas du tableau après la 16e journée? Non, je crois que dans l'analyse du coach donc de COSAF, il a dit clairement, il dit c'est des équipes qui ont un certain même style de jeu. Donc il y aura un peu de la production de jeu, il y aura donc de l'animation, mais il ne faut pas également oublier que l'enjeu peut prendre le dessus sur la beauté du jeu, parce que la dernière journée donc avant la trêve, je dirais avant la fin de l'année, et il y a également que COSAF revient d'une lourde défaite face à l'AS Douane, Majestic qui n'est pas aussi feu flamboyant cette année, mais l'un dans l'autre, il parle de la question de la pelouse, mais moi je ne pense pas forcément que ça peut être quelque chose qui peut donner une faveur face au COSAF. Quand on sait que Majestic aussi il vient gagner à Ouaga, c'est pas parce que la pelouse, souvent on dit la pelouse n'est pas bonne, mais elle n'est pas bonne pour toutes les deux équipes. Voilà. Le match doit se jouer. J'arrive. Il dit que la chance, c'est parce qu'ils vont jouer à Ouaga. Puisque le stade COSAF sera un peu avantagé parce que c'est comme si COSAF jouait à domicile. Et là, COSAF aura ses supporters parce qu'ils vont échapper à ne pas jouer du côté donc de Manga. C'est ça. Je dis bon, quoi qu'on dise, Majestic venait également gagner des matchs à Ouaga. Donc, l'un dans l'autre, moi je ne vois pas forcément cet avantage comme l'avantage du COSAF. Ce serait un match 50-50 avec peut-être un léger avantage pour Majestic. D'accord. Issaka a parlé. Ce qui est intéressant, et comme il a dit très rapidement, Salambéré l'a dit après la loose défaite, on a vu effectivement Manga Diabaté, il n'est pas, la joie n'y est pas, mais moi je dis au football il vaut mieux perdre 4-0 que de perdre 4 fois des matchs 4 fois 1-0. D'accord. Faire 4-0 c'est mieux que de faire 4 fois 1-0. On vous a compris, Issaka. Voilà. Vous avez parlé tantôt de la rencontre USFA AS Sonabel. Oui, c'est une rencontre aussi qui a retenu l'attention et ces deux entraîneurs étaient en confiance d'avant-match. On va d'abord écouter Antoine Ilboudo, c'est l'entraîneur adjoint de l'USFA. Contre l'AS Sonabel, nous l'abordons comme les autres matchs dans la sérénité. Il faut dire que ce match va se jouer plus au plan mental, en termes d'envie de gagner, en termes d'engagement, en termes de détermination. Nous savons que présentement, au plan technique, au plan tactique et même physiquement, toutes les équipes sont approximativement les mêmes. Donc, c'est au plan mental du jour J qui fera la différence. Je pense que nous travaillons à ce que tous les éléments soient au top le dimanche pour nous donner les 3 points afin que nous puissions passer les fêtes de fin d'année dans la joie. Oui, passer les fêtes de fin d'année dans la joie, c'est le souhait de Antoine Ilboudo, entraîneur adjoint de l'USFA, qui s'est présenté en conférence d'avant-match à la place de Issa Balboné, qui est l'entraîneur principal, n'est-ce pas? Oui, mais normalement c'est le coach principal qui vient répondre aux questions des journalistes, parce que souvent il y a un certain nombre de situations que l'adjoint ne peut vraiment pas porter à l'endroit des journalistes. Et c'est vraiment malheureux que cela arrive, parce que d'autres clubs envoient les coachs titulaires et c'est à la ligue de vraiment tout faire, même s'il faut taper du poing sur la table pour quand même que les entraîneurs principaux. On connaît le monsieur Issa Balboné qui n'aime pas beaucoup parler, même sur son banc il n'a pas pour habitude de se lever. Non, mais je pense que Salambéré a parfaitement raison. Est-ce que entre vous ici, nous qui sommes sur le plateau là, qui peut me donner le nom de l'entraîneur adjoint de Chelsea ou du Real
ou du PSG. Non. Quand vous voulez faire du professionnalisme, vous le faites ou vous ne le faites pas. On l'a dit, il faut que la Ligue professionnelle essaie de voir, même s'il faut mettre une loi collective qui va peut-être amener certains entraîneurs à payer des amendes s'ils ne viennent pas dans les conférences de presse. C'est pas normal. Vous dites que vous voulez un cadre d'expression pour vous expliquer. On vous donne le cadre, mais il y a des entraîneurs titulaires qui ne viennent pratiquement pas. Il y a des moments où nous, on a fustigé le fait qu'on nous envoie des préparateurs physiques, mais l'entraîneur titulaire, qui est un salarié du club, qui doit répondre au club, c'est lui qui doit être là. Maintenant, il ne faut pas que ça soit de façon récurrente. On peut avoir un empêchement à un moment donné, mais pas être là. Mais comme Majestic qui ne s'est pas présenté à la conférence. Voilà, ça peut arriver. Oui, mais on est en train de cibler certains entraîneurs et nous allons les dénoncer ici au fil du temps. On va noter et puis on va les dénoncer. On va leur dire que leur comportement est anti-professionnel. Il faut qu'ils viennent dans les conférences de presse s'expliquer. D'accord. Rapidement, parce que c'est vrai que c'est pas joli à voir, mais je me dis, est-ce que dans les textes, c'est dit clairement, obligatoirement que l'entraîneur doit venir? Oui, c'est ça. C'est dans les textes. Voilà. C'est mentionné dans les textes. J'ai mentionné, avant que tu finisses ton analyse. C'était une question. C'est mentionné dans le règlement de la compétition, je pense. Oui. Et ça, typiquement que c'est l'entraîneur qui ne se présenterait pas, il copiera certainement d'une amende de 50 000. Non, ils avaient même ne faites pas l'amalgame. Issa Balbonnet vous a dit en début de saison que si l'USFA n'est pas champion, lui démissionne. D'accord. Le coach adjoint lui peut pas tenir des langages comme ça. Alors que c'est ce que la presse a besoin. La presse a besoin quand même d'éléments piquants sur lesquels elle va quand même s'appuyer donc pour vendre même des produits et puis aussi accompagner le championnat, parce qu'il y a quand même un projet de communication autour du championnat donc, qui se fait à partir donc, des déclarations des entraîneurs. Et à partir du moment où les textes encadrent donc cet exercice, il va falloir que la Ligue professionnelle prenne ses responsabilités à un moment donné. Il a conclu pour moi. Car cela me tienne. En tout cas, cette rencontre de belle facture, USFA AS Sonabel, deux équipes qui sont au haut du tableau, l'AS Sonabel qui est leader avec les mêmes points 30, ainsi que l'USFA également. La différence se fait au niveau du goal average. Alors, comment, Dianda, vous pouvez voir cette rencontre? Quelle peut être l'issue de cette rencontre entre ces deux ténors du face au foot? Non, cette rencontre c'est simple. Vous gagnez et vous rentrez donc avec le titre déjà pour aller faire la fête, c'est ce que l'autre disait. Mais je crois que non. Si. Allez-y, c'est vrai, en attendant leur box. Oui. En fait, en réalité, il faut aussi ne pas. Quand on regarde un peu l'analyse de ces temps-ci, on sent que l'AS Sonabel part un peu légèrement en avantage. Quand on a vu le match XXL quand même qu'ils ont fait face à Raimo la dernière fois, deux buts partout. Il y avait vraiment de l'intensité et tout. C'est vrai, l'USFA arrive toujours à garder un peu le cap. Partie gagne à l'extérieur. Oui, l'USFA allait gagner à l'extérieur. L'USFA arrive toujours à garder le cap, mais ce n'est pas forcément le même USFA, la même équipe que nous voyons qui avait aligné cette victoire en début de saison. On a senti un peu de la lourdeur à un certain niveau. Je crois que à ce niveau, l'AS Sonabel, à mon sens, part avec un léger avantage. D'accord. Bon. Et ici, on sait que à l'AS Sonabel, il y a le meilleur buteur qui est dans le club. Oui. Mais est-ce que à l'USFA aussi, on n'a pas de grands joueurs qui peuvent en tout cas tenir tête à ces joueurs-là? Je suis pas trop d'accord avec. Moi, je ne vais pas m'hasarder à donner des préférences par rapport à telle équipe, parce que c'est deux équipes qui cette année que nous suivons très sérieusement et qui ont des prestations à chaque semaine de qualité. Là, Sonabel a le meilleur fusil, mais ça fait déjà peut-être 3 à 4 matchs qu'il est pratiquement en panne, parce qu'aujourd'hui il est un peu coincé. Mais ça n'enlève rien du tout, parce que la semaine dernière, c'est les Kendrebego qui ont marqué. Mais je dis, cette rencontre nous réserve énormément des choses inconnues. Parce que c'est l'équipe qui sera la mieux préparée, qui va gagner tactiquement et physiquement, qui va l'emporter. Mais je suis convaincu que ces deux équipes ayant le même nombre de points, 30-30 je crois, c'est le goal average qui fait la différence. C'est un match qui vaut vraiment le déplacement, et m'hazarder à vouloir dire que tel est avantageux, c'est vraiment prendre un gros risque. Avant de vous donner la parole, Salam Béré, on va d'abord écouter Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. Du moment où cela coïncide avec le dernier match, et chaque match on doit chercher à gagner,
Je crois que chercher à être champion de l'intersaison coïncide avec l'évidence naturelle de chercher à gagner ces derniers matchs. Donc c'est tout à fait normal qu'on cherche à gagner ce match. Et si cela nous permet du coup d'être champion de l'intersaison, en tout cas ce serait une bonne chose pour le moral. Voilà, mais il faut dire aussi que, je sais pas, avec Salitas derrière, c'est pas ce que ça peut. Le nombre de matchs qu'ils ont en absence aujourd'hui, c'est beaucoup quand même. Mais néanmoins, le plus important, on a un match à jouer, c'est de nous concentrer sur ce match et chercher à gagner comme on aborde tous les autres matchs. Et après, on verra ce que ça va donner sur en tout cas, le classement de cette phase aller. Voilà, visiblement, toutes les équipes ont envie d'être champions à la mi-saison et Mamadi Bagué a démontré dans ses propos. Oui, il a démontré, mais je voudrais peut-être parler des forces en présence dans ces deux équipes parce que du côté de l'AS Sonabel, on a tantôt parlé de Mohamed Lamine Ouattara, mais n'oubliez pas qu'en face également, l'USFA a Fiacre Botoué qui a été meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur, meilleur buteur. Quand même avec quelques pépins physiques, il faut aussi le... Oui, mais bon, déjà, moi je me dis que ce tournoi a vraiment préparé les joueurs. Ils sont revenus se reposer. Mentalement, ça a été vraiment une préparation pour lui et que bon. Je me dis, si on lui fait confiance, ça pourrait aller. On connaît le jeu de l'USFA qui est quand même physique face à une équipe joueuse de l'AS Sonabel qui tourne le ballon. Bon, c'est équilibré quand même. Cette année, l'USFA n'est pas aussi trop physique comme ça avant qu'ils sont beaucoup plus manieurs de ballon. Moi, je constate que ça joue avec un gars comme Pitrapa, ils ont des joueurs fins. Ça produit plus de jeux, ils n'ont pas vraiment des joueurs derrière. D'accord, c'est derrière parce que l'équipe qui n'encaisse pas beaucoup ils peuvent terminer sur cette rencontre. Alors, c'est un match dont l'issue est vraiment très incertaine. Et qu'est-ce que je dois dire par rapport à ça? Peut-être que mettre un bémol sur ce que Salambéré dit par rapport aux forces en présence. Et moi, je pense qu'il faut permettre à Fiacre de grandir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui mettre une pression à son âge, il ne faut pas lui donner la clé d'une équipe comme l'USFA, tout en sachant qu'à côté, il y a des garçons comme Ousmane Nana. Est-ce qu'il y a des garçons comme les Clément Pitrapa? Il a 18 ans, est-ce que ce n'est pas le moment? Non, je pense que c'est un garçon qui fait son petit bonhomme de chemin, qui est très intéressant et habile dans le jeu. Il a été très décisif. Mais je pense qu'aujourd'hui, vouloir donner les responsabilités, les clés donc, du succès de l'USFA à ce garçon-là, c'est lui mettre énormément de la pression. Et vous avez vu, lorsqu'on l'a voulu faire avec Mohamed Lamine Ouattara, ça a stoppé à un moment donné. Et pour le cas, Jean-Fiacre Kwame, moi je pense que c'est un très bon... Il ne faut pas mettre tous les projecteurs. Non, mais d'accord, je pense qu'il n'a pas mis les projecteurs sur lui. Voilà. Oui, bon, il dit qu'il ne faut pas le faire. La responsabilité, on ne doit pas lui donner la responsabilité. Parce que si vous avez suivi le tournoi de l'UFOA, vous avez 30 secondes. Voilà, si vous avez suivi le tournoi, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et il est parvenu quand même à surmonter la pression de ce tournoi-là, arriver vraiment à donner les clés de réussite des étalons juniors. Je me dis que il peut réellement prendre sa donc ça ne pense pas que Salambéry dit qu'il faut lui donner la clé. Salambéry dit qu'on regarde un peu les forces en présence, c'est un jeune qui est très en confiance et qui peut avoir peut-être les clés d'un match. Je suis d'accord. Voilà, donc dans ce match il peut être décisif. Sinon, bon, on ne dit pas que... Non, c'est ce que je suis en train de mettre un bémol par rapport à ce que vous aviez dit la même chose pratiquement. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir donné votre point de vue sur cette première partie de l'émission. Voyons la deuxième partie et c'est vu sur le net. Voilà, la première information vue sur le net, on parle de Salitas qui, pour le match aller du deuxième tour des préliminaires pour la Coupe de la Confédération africaine, est allé battre Al-Amal au Soudan, 1-0. Vous allez voir l'affiche Salitas en tout cas, qui a fait un post pour montrer cette équipe qui a gagné contre Al-Amal. Isaka, c'était une belle sortie quand même de gagner à l'extérieur, même si c'est un but. Non, c'est une très belle sortie parce que plus le vin se bonifie, plus on vieillit, le beau, c'est comme ça, les compétitions africaines, plus vous revenez,
plus à un moment donné, vous faites jeu égal avec tous les grands clubs. Donc, moi, cette victoire, ça ne m'a pas surpris parce que Salitas, c'est une très bonne équipe. Et qui marque le but à l'extérieur, c'est le même Boissy, très en forme. Oui. Donc, bravo à eux. Et c'est une très belle moisson. Maintenant, il faut fructifier peut-être le reste à domicile et puis passer à un autre cap. Oui, on a tous suivi le match et on voit que Salitas était quand même au-dessus de cette équipe. Ça veut dire que le match retour, cette équipe est toujours pliable, surtout quand on est à domicile. Non, pas forcément. Il faut respecter l'adversaire dans des compétitions comme ça. Mais il ne faut pas oublier que Salitas a quand même subi concéder quelques occasions qui auraient pu quand même coûter de la Nivaquine. Moi, je pense qu'il ne faut pas dormir sur les lauriers, il ne faut pas minimiser l'adversaire, même si on allait les gagner à domicile. Il faut respecter le football. Voilà, il faut rester vigilant. Et là, moi, j'ai envie d'acclamer cette équipe de Salitas et l'intelligence dans son recrutement. Quand vous regardez Olivier Boissy, c'est un pari gagné. Il est carrément arrivé dans l'anonymat, personne ne le connaissait. Et pour un championnat qu'il découvre, marquer 7 buts dans le championnat, et il est en train donc de porter cette équipe de Salitas donc vers ses ambitions. Moi, je pense que c'est un pari très gagné et c'est mon coup de chapeau. En tout cas, match retour prévu pour le 6 janvier du côté du stade du 4 Auto. Parlons à présent de Jonathan Zongo, l'international burkinabé qui a annoncé sur sa page Facebook qu'il mettait fin à sa carrière professionnelle, carrière de football. Jonathan Zongo, rappelez-vous, ce joueur qui s'était blessé du côté du Gabon et Salambéré. Oui, vous vous rappelez, depuis lors, on l'a plus senti. Oui, je crois que c'était face au Gabon, le pays hôte qu'on croisait ce jour. Le match s'est terminé par un nul de 1 but partout. Et ce joueur se blesse et bon, selon ce qu'on nous avons lu, parce que nous avons vu un écrit de l'équipe, le journal français L'équipe, qui vraiment détaillait un peu la souffrance, la misère dans lequel ce joueur baignait. Et c'est vraiment pas très honorable pour quelqu'un qui a vraiment défendu les couleurs du pays, qui a vraiment donné de tout son esprit, toute son âme pour les étalons. C'est vraiment pas bien. L'équipe explique vraiment que le joueur a été reçu par le président du Faso, qui a dit non, nous allons vraiment payer tous les frais des soins et autres, mais apparemment le joueur n'a rien reçu. Vous faites bien de le dire, Salambéré, oui, c'est parce que oui, c'est l'équipe qui a écrit cet article et avec des sources bien introduites, nous savons que le président du Faso a reçu Jonathan Zongo au sein de la présidence et il a promis en tout cas de payer tous ses frais médicaux et aussi l'hôtel en Espagne où il devrait séjourner pour se soigner. Et on apprend également que le président a bel et bien aidé ce joueur. Bon, en fait, j'ai l'impression que ce feuilleton nous réserve encore beaucoup de surprises et puis beaucoup de non-dits et de méconnus. Mais moi, je suis content qu'on puisse quand même lever le lièvre. Déjà, avec les écrits de nos confrères français, l'équipe, qu'il faut aussi prendre avec beaucoup de pincettes. Pincettes. Maintenant, c'est déjà bien de toucher du doigt parce que vous avez vu le tollé que cet écrit a fait déjà sur les réseaux sociaux toute cette semaine. Ça a beaucoup parlé, ça continue de jaser sur l'état de santé d'abord du joueur et selon les informations, il n'a pas été pris en charge. Il y a eu trop de choses qui ont été dites, mais en même temps, en 24 heures, on a eu d'autres informations selon lesquelles ce que l'équipe a dit n'est pas forcément la vérité. Maintenant, ce que nous on peut espérer, c'est que l'intéressé sorte de son silence pour que l'opinion burkinabé puisse être éclairée et établie sur la vérité, la véracité des choses. Parce qu'on a vu un écrit de notre confrère Lassina Sawadro ce soir qui dit que il a été reçu, effectivement, il y a une somme d'argent énorme qui a été 65 millions qui a été donné. On n'avait pas cette information, l'équipe n'a pas ressorti cela. Donc autour de l'affaire,
j'ai l'impression qu'il y a un tohu-bohu. Mais il faut qu'on éclaircisse pour qu'on puisse comprendre, situer les responsabilités, féliciter ceux qu'on doit féliciter et aussi taper ceux qu'on doit taper. Mais pour l'instant, il y a un flou total, donc il est difficile vraiment de se prononcer. Venant d'un journal français, on devrait quand même prendre cette information avec beaucoup d'inquiétude, parce que ce journal-là qui n'est pas bien informé et qui ne connaît pas les réalités du Burkina Faso peut écrire des informations erronées. Non, vous savez qu'il y a des articles suscités dans la presse. Vous êtes journaliste, vous devrez le savoir. Il y a des articles qui sont provoqués. Et moi, quand je fais le lien avec la manière avec laquelle il annonce la fin de sa carrière, et il établit un lien avec sa blessure à la CAN 2017, et moi, je doute quand même sur la bonne foi de monsieur. Alors, tout le monde sait qu'après la blessure de Jonathan Zongo, il a été soigné, il a été établi. Et il a même repris à jouer. Voilà, il a même allé faire un tour en Thaïlande, il est allé en Détroit espagnol. Il a joué. Et il a joué. Voilà, c'est pas que après la blessure, il était resté. Voilà. Avec Bassé. Voilà. Donc après, c'est pas que après la blessure, sa carrière est stoppée un coup. Après, il a joué. Ça n'a pas marché certainement, mais il y a quand même des joueurs qui subissent les mêmes blessures et qui retrouvent quand même la plénitude de leur talent et de leur potentialité pour s'exercer. Mais celui-là n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, ramener tout moi je pense que c'est quand même un chantage d'affection ça pue quand même un chantage d'affection, à mon sens. Mais le cas de Jonathan Zongo est assez révélateur. Il s'inscrit quand même dans un ordre mondial de la misère que vit un certain nombre de footballeurs au soir de leur carrière. Et je lisais un article qui disait que 60% des joueurs au soir après leur carrière se retrouvent complètement dans la misère parce qu'ils ont quand même hérité, ils se sont habitués à une vie luxueuse, et après on n'a pas de bons conseillers, ou du moins on ne se fait pas entourer des meilleurs amis, des bonnes personnes, et on se fait surprendre parce que la carrière d'un joueur c'est quand même éphémère. Maintenant, les fortes sommes d'argent que vous amassez au cours de votre carrière, il faut savoir quand même les investir et les utiliser. Et si ce n'est pas fait, c'est très dangereux et on peut se retrouver dans des situations similaires à celle que Jonathan vit. Encore que Aristide Bansé était en train de démentir un certain nombre de propos qui ont été révélés par le journal. Et quand je rentrais en studio, j'étais en train de lire son direct. Et puis voilà pourquoi je disais que les écrits de l'équipe, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Maintenant, au fil du temps, c'est clair que autour de ce sujet-là, des choses véridiques vont sortir. J'ai une dernière question en fait. Et je me dis, Jonathan Zongo, peut-être en âme et conscience, c'est que le président de Faso l'a aidé et il veut actuellement encore avoir de l'aide de ce dernier. Et en ce moment, est-ce qu'il ne peut pas se présenter devant le président pour poser au moins le problème avec un projet? Non, en fait, en 30 secondes parce qu'on est déjà. Oui, je sais que de la façon dont c'est fait, ça a été une audience privée. Et de l'aide a été promise. Donc c'est pas sûr que dans l'esprit du président de façon c'était de publier que j'ai donné telle somme aux jeunes, parce que c'est des choses qui ont été gérées en bas. Maintenant, si des choses ont été gérées en bas et que s'il y a des problèmes, vous pouvez encore trouver la manière pour aller pour pouvoir demander peut-être une reconversion au niveau de l'État. Il y a des mécanismes que l'autorité peut prendre pour vous donner peut-être un petit travail, parce que vous n'êtes quand même pas infirme, même si vous ne pouvez plus jouer au football, pour le faire. Maintenant, c'est la manière qui n'a pas été bonne, parce que de cette façon, il y a des choses maintenant qui vont faire sortir. Finalement, même ceux qui vous avaient aidé, ceux que vous avez porté dans leur cœur compassion, n'auront plus confiance en vous, et ça risque d'être bizarre. Donc je crois que c'est une erreur de communication, c'est une erreur de un management qui a été mal fait, mal ficelé, à mon sens. Et la fédération burkinabé, même le ministère. Non, la fédération burkinabé de football a bien fait de mettre en place un département chargé, je crois, de la reconversion des joueurs. Moi, je pense que c'est un volet qui peut intéresser donc Jonathan Zongo. Allah qui met fin à l'émission. Merci Ibé.
Ça se fait un plaisir. Et voilà, après la belle fête. La fête continue, bien sûr. Tianda, merci à Issaka Ilboudo, Salambere également, tous les décodeurs, on vous dit merci. Merci à vous également qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de réalisation. On se retrouve une autre fois pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.